Nous sommes toujours en live sur le Facebook de Globule. Avant d'écouter la chronique de Justin, on accueille Jean-Sébastien Knotzer. Bonjour. Bonjour, parfait pour la prononciation. Merci. Bravo. Jean-Sébastien Knotzer. Alors moi je dis nul. Hein. Non, si c'est bien, pas mal. je te mets 14. Il a les yeux bleus couleur de la mer ou du ciel en montagne un jour de beau temps. Alors la mer, vous la fréquentez, ça c'est sûr, comme tous les éléments forts. Mais la montagne semble vous avoir pris le cœur, ou les tripes du cœur, je sais pas trop. Cheveux de petit prince en bataille et toujours le sourire bien accroché, vous êtes guide de haute montagne depuis vos 25 ans. Au fil des années, votre projet de guide, vous l'avez tenu, redéfini en faisant guide pour une émission Ushuaïa, et puis vous vous êtes installé du côté de la transmission. Vous êtes devenu formateur et coordinateur technico-pédagogique du département alpiniste de l'ENSA. Tout en gardant un pied sur le terrain, en faisant des voyages à ski avec vos clients au Liban, en Iran, en Norvège, enfin bref, dans tous les pays où on peut skier en fait. Le métier de guide, ça use. Ça use un peu, mais ça use d'abord les articulations. Alors avec le temps, quelques pièces ont été changées et bionique vous êtes. Avec une hanche, une cheville et bientôt une prothèse de genou. Mais bon, il faut bien continuer à faire plaisir aux autres et à se faire plaisir, donc il faut continuer quoi. La montagne et les Knoerter. Comment ? Knoerter. Merci, c'est une histoire de famille depuis 3 générations. Dans les années 50, votre papa, Erwin, et on le salue votre papa, salut Erwin qui est dans son lit d'hôpital là, c'était un pionnier du ski extrême, adepte des couloirs vertigineux où la moindre faute de quart, c'était pas vraiment une option. Il était ingénieur agronome, mais surtout passionné de montagne, et ça, il l'a partagé avec vous. Et vous, vous semblez l'avoir partagé aussi, votre passion, avec vos gamins, vos 2 fils, Tristan et Ilan. Au printemps de vos 10 ans, votre papa vous emmène en rando à ski faire la Brèche Puiseux. Alors, à 10 ans, faire la Brèche Puiseux, moi, j'étais pas capable, mais bon, voilà. Et pour finir cette journée d'aventure, qui avait dû avoir le goût d'extraordinaire, bien loin de l'ordinaire des autres enfants de 10 ans, il vous emmène faire un petit bivouac. Mais pas n'importe quel petit bivouac. C'est là que vous découvrez la première fois, comme un premier amour, la cabane des Périades. Et ce moment reste gravé en vous, inoubliable souvenir d'intimité entre père-fils, de fabrication de liens éternels, de moments hors temps, de joie de vivre. Indélébile, en fait. Comme une image dans le disque dur du bonheur. Mais votre amour avec les Périades, il ne s'arrête pas là. Non, parce qu'à 31 ans, justement, la cabane des Périades aurait pu être votre dernière image suite à un 2e arrêt cardiaque quand vous êtes élitreillé. Vous la survolez et ce qui vous vient à l'esprit, c'est « fait chier, je ne vais même pas pouvoir y emmener mes gamins ». Peur de ne pas leur présenter cet amour secret. Mais le fil de la vie tient bon, vous aussi, et un autre fil naît de cette malheureuse expérience, ou heureuse, selon comment on l'apprend. Moi, je trouve que c'est plutôt heureux. Vous rencontrez et tissez un lien d'amitié avec Pascal Brun. Il vous avait posé en hélico le matin, et quand il a entendu dire qu'il y avait une avalanche, il a pris l'initiative d'aller chercher 2 gars du PGHM et un chien d'avalanche. 35 minutes sous la neige, température corporelle 28, arrêt cardiaque, ça c'était le premier, avant qu'on vous mette à la verticalité de l'élitreillage et vous en faites un 2e, vous flanchez. Mais non, la vie continue. Et semaine, Pascal Brun, pilote d'hélicoptère, reçu la semaine passée à votre place d'ailleurs, en août passé, vous a envoyé une photo de votre cabane, parce que c'est devenu comme une private joke entre vous deux. Et puis il vous a dit, vous avez vu ce qui reste ? Alors on reste toujours attaché à ses amours de jeunesse, non ? Et là, vous avez tout mis en route pour la sauver, cette cabane des Périades, réseaux sociaux, tout ça. Et puis, il y a cette nouvelle aventure magnifique de reconstruction qui commence. Un projet fou. C'est un pari réussi, bravo. Aujourd'hui, la nouvelle cabane des Périades est à l'identique de l'ancienne et en place. Et ça, moi, je trouve que c'est de la poésie de vie. Alors, merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. En tout cas, merci pour cette description élogieuse. Tout est dit, beaucoup d'émotions. Je suis pas loin de couler une petite larme. En tout cas, tu as tout à fait résumé mon histoire avec la cabane des Périades. Je dirais notre histoire, parce que Pascal Brun est vraiment fait partie de cette histoire qu'on a vécue ensemble. C'est grâce à lui que je suis encore ici pour parler. C'est mon 2e papa, comme je le dis, et j'en suis très très content. Effectivement, grâce à Pascal et grâce à sa dextérité qu'on connaît, il a
il a su poser son hélicoptère sur un bout de sérac et permettre aux 2 personnes du PGHM de venir me chercher sous l'avalanche. Donc vraiment, voilà. Et on a été d'autant plus content, enfin en tout cas moi j'ai été d'autant plus content qu'il a fini l'histoire des Périades parce que le 20 juillet dernier, c'est lui, et il a changé son planning pour ça, c'est lui qui m'a amené cette nouvelle cabane. Alors il nous a fait un numéro incroyable, c'est-à-dire qu'une cabane de 800 kilos qui élitreillait depuis Argentière, qui tournait comme une toupie. Il l'a posé du premier coup, c'est ça. Il a su d'abord la stabiliser en faisant une manœuvre que lui seul sait faire. Et puis il nous l'a posé exactement au centimètre près, là où on lui avait fait des marques de peinture. Un grand Pascal. Et vraiment, ça a été une journée fantastique parce qu'il a été au début de l'histoire. C'est lui qui m'a prévenu que lorsque la cabane l'été dernier a basculé. Et il était là pour la pose de la nouvelle cabane. Bon, c'est génial. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu du milieu de cette histoire en fait, parce que c'était pas que vous 2, il y avait plein de gens. Alors j'aimerais que vous me racontiez un peu ça, s'il vous plaît. Oui, alors c'est en fait, moi je suis pas grand chose, je suis un peu le chef d'orchestre, mais les musiciens c'est vraiment les donateurs. C'est-à-dire que quand Pascal Brun m'a envoyé cette photo l'été dernier, j'étais en train de faire du vélo dans le sud de la France, et il m'envoie une photo avec donc où on voyait la cabane basculer sur le côté, telle une baleine échouée. Vraiment, ça m'a fait cette impression. Et Pascal me met, tiens, regarde la gueule de ta cabane. Et effectivement, elle avait une mauvaise gueule, cette cabane. Alors je me suis arrêté, j'avais les jambes coupées, je me suis assis au bord de la route. Et puis j'ai dit, mais attends, je peux pas laisser cette cabane tomber sur le glacier, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai lancé un crowdfunding, comme on dit, sur les réseaux sociaux, en me disant, je vais peut-être arriver à récupérer une petite centaine d'euros, ça va me payer peut-être une partie de l'hélicoptère. Pour aller chercher cette cabane ou pour la remettre sur pied. Et puis en fait, le soir même, le téléphone n'a pas arrêté de biper et j'ai eu un afflux de gens qui m'ont proposé de donner de l'argent pour cette cabane. Alors petite anecdote, je la cite toujours parce que je trouve ça adorable. Un monsieur m'a envoyé une certaine somme d'argent conséquente, et il m'a mis un petit message en me disant, j'habite en Normandie, je connais rien à la montagne, j'ai jamais vu votre cabane, j'irai sûrement jamais la voir, mais par contre votre histoire elle me plaît, donc je vous donne de l'argent. Et en fait effectivement j'ai récupéré énormément d'argent, enfin énormément, il n'y a rien à cacher, j'ai récupéré 14 000 euros, et c'est cette somme-là, grâce aux donateurs, et puis aux autres partenaires, et ça je tiens vraiment à le préciser. C'est ça, moi j'aimerais qu'on en parle aussi des autres partenaires, parce qu'il n'y a pas eu que des gens, des humains, il y a eu aussi pas des associations, mais des compagnies, des institutions. Des institutions. Merci de m'aider, c'est sympa. Voilà. Non, vraiment il y a eu des institutions, et à Chamonix, on a tendance à dire qu'à Chamonix, c'est un peu... il n'y a plus de solidarité montagnarde et tout ça. Eh ben non, il y a un contre-exemple. L'exemple de cette cabane, c'était incroyable. C'est-à-dire que par exemple, j'ai la mairie de Chamonix, quand elle a su que je montais cette opération, m'a contacté, m'a dit, écoute, j'en sais, nous on est derrière toi, on te suit, nous ça fait partie de notre patrimoine et on veut t'aider. La compagnie du Mont Blanc aussi, qui a été une des premières à me donner une somme énorme d'argent en me disant, voilà, si tu as besoin de nous, on est prêt à t'aider. La FFCAM, l'ENSA aussi, il faut le reconnaître. Voilà, il y a eu une synergie autour de cette histoire qui est incroyable et qui est fantastique, quoi. C'est-à-dire que le milieu de la montagne est encore solidaire par moment, quoi. Et du coup, il y a cette solidarité, mais parce que vous pensez que cette cabane, elle fait vraiment partie du patrimoine de Chamonix ? Ah oui, alors cette cabane, elle est typique des cabanes, comme on peut l'imaginer. C'est une image d'Épinal, c'est la petite cabane. Petit toit en lauze, c'est une cabane qui a été construite en 1930, qui a été montée à dos d'homme par 2 personnes que je voudrais vraiment citer, c'est-à-dire Monsieur Chevalier et Monsieur Sauvage, qui ont passé des semaines et des semaines à faire des allers-retours entre Chamonix et le lieu de cette cabane. Et ils ont monté cette cabane. Et depuis 1930, elle a survécu, cette cabane. Elle a été rénovée par Armand Comte et Serge Bladet en 96. Et puis malheureusement, l'été dernier, la nature a été plus forte que la cabane. C'est-à-dire qu'il y a eu un effondrement du socle sur lequel était posée la cabane, et la cabane a basculé dans le vide. Ouais, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ouais. Tu avais une question, oui, Juliette ? C'est ça. Alors votre fils, il y tenait beaucoup aussi à la cabane, non ? Il a aidé à la construction ? Alors, mes deux fils, y tenaient parce que, bien évidemment, comme moi, j'ai eu la chance d'aller y coucher avec mon papa, bien évidemment, je les ai emmenés.
Donc ils y tenaient. C'est un peu aussi un endroit magique parce qu'effectivement il m'est arrivé une sale histoire. Voilà. Et donc ils ont participé et mon fils Ilan était le jour où on a monté cette cabane, il était avec moi et il a aidé à la fixation de la cabane. Donc il y avait aussi Fred Ravanel qui était là, qui avait construit, reconstruit, je sais pas comment on dit, fait à l'identique. Non, alors Fred Ravanel, donc de la menuiserie Simon Ravanel aux Ouches. Là aussi a été fantastique, c'est-à-dire quand ils ont su que j'avais ce projet de refaire une cabane. Il m'a contacté, il m'a dit voilà, mon grand-père qui était guide vient de mourir malheureusement, et puis en son souvenir, j'offre mes services pour reconstruire cette cabane à l'identique. Donc il a construit une cabane high-tech, fantastique à l'identique de l'ancienne. On va écouter un petit peu de musique et on se retrouve juste après. C'était Tu m'intrigues de General Electric. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. On est avec Jean-Sébastien Knorzer. Mel, tu as encore quelques questions à lui poser, non ? Oui, j'avais d'autres questions. Alors, je crois que vous avez un autre projet en cours, là, un autre projet sur le feu, et j'aimerais bien que vous m'en parliez un petit peu, sans trop dire, quoi. Hein. On va pas tout dévoiler. Non. Alors, effectivement, étant donné que la collecte de fonds a très très bien marché, il me reste de l'argent. Donc, c'est pas mon argent, c'est l'argent des donateurs. Et donc, dans la même lignée que les Périades, j'ai le projet de reconstruire la cabane de la Tour Rouge. Alors, cette cabane, c'est une cabane qui, malheureusement, n'a pas eu une longue vie. Elle a été construite dans les années 20. Et malheureusement, ensuite, à une grosse chute de neige suivie d'une période pluvieuse, cette cabane en bois s'est écroulée dans les années 50, 60. Et voilà. Et en fait, c'est une cabane qui est située sur une vire sur le versant est du Grépon. Et voilà. Et le projet, c'est de reconstruire cette cabane. Je crois que vous avez déjà descendu ramasser les déchets qui s'y trouvaient. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus. C'est pas non, mais c'est tellement important. Oui, c'est important. Non, mais c'est important. Non, mais bien sûr. Alors, effectivement, une fois qu'on a eu posé la cabane,
des Périades. Pascal Brun a encore fait des miracles. Il est arrivé à nous déposer pratiquement sur la vire de la Tour Rouge. Et sur cette vire, malheureusement, depuis des années, il y a des gens qui bivouaquent parce que c'est une vire plate qui est bien située. Et on a récupéré 430 kilos d'ordures, de déchets. Alors ça allait des sachets de lyophilisés. En fait, c'était assez rigolo parce que c'était un voyage dans le temps. C'est-à-dire que au sommet du tas d'ordures, on était dans les années 2000-2020. Et puis, plus on grattait le tas d'ordures, plus on trouvait des objets qui datait de longtemps. Et je crois que votre fils a retrouvé une pièce de 1 franc ou voilà. Je sais pas quoi. Alors Ilan a retrouvé, en grattant dans les déchets, il a retrouvé une pièce de 1 franc de 1941. Donc voilà. Impressionnant. Donc on rappelle quand même aux auditeurs, n'hésitez pas à ramasser vos déchets et à les redescendre dans la vallée. Voilà. Et justement, en parlant un petit peu de ça, pardon, je vous ai coupé. Non, c'était juste pour dire que maintenant, donc on a nettoyé la vire. Ouais. La vire est toute bien propre. Et puis Frédéric Ravanel va s'occuper de faire les plans de cette nouvelle cabane qu'on va essayer. Aussi. Alors, elle ne sera pas l'identique parce que l'identique, ça va être compliqué. Elle sera un petit peu modifiée, mais en tout cas, elle sera en bois. Et l'objectif, c'est de déposer cette cabane en début d'été prochain. D'accord, eh ben, c'est magnifique. Alors, je voulais qu'on parle aussi un peu du climat, parce que vous, ça fait quand même pas 2 jours que vous êtes guide, hein, vous avez quand même un peu traîné vos savates dans les montagnes, là, aux alentours. Est-ce que vous avez vu, j'imagine que vous avez vu l'évolution des glaciers, etc. Vous avez aussi vu l'évolution de la montagne. Le métier de guide, quand vous avez commencé et aujourd'hui, ça me semble plus être tout à fait le même. Je me plante ou quoi ? Non, pas tout à fait. Effectivement, ce qui reste identique, c'est la passion des guides pour transmettre leur passion aux clients, pour leur permettre de mieux se connaître en allant dans des environnements différents. Donc ça, c'est identique. Par contre, dans la forme de la pratique, effectivement, l'environnement a changé, c'est indéniable. Il y a une baisse du niveau des glaciers, donc des approches, des attaques de voies plus compliquées. Il y a maintenant, depuis quelques années, des problèmes d'effondrement qui sont difficilement prévisibles, des effondrements qui peuvent se passer sur des zones vraiment compactes. Donc voilà, donc il y a une saisonnalité qui est différente aussi. Je pense que le métier de guide dans le futur, dans les années qui vont venir, va être décalé, c'est-à-dire que la saison d'été qu'on faisait avant au mois de juillet et au mois d'août, et ben maintenant ça va être mai et juin. Aux nouveaux guides, aux jeunes guides. C'est ça, parce que vous les fréquentez beaucoup, vous y frottez beaucoup aux jeunes guides en formation. Et j'adore ça, ça. Ils m'amènent beaucoup de choses. Entre autres, ce qui m'amène, c'est qu'ils sont imaginatifs, ils ont des idées, ils sont créatifs, ils savent s'adapter, et je suis persuadé que ces jeunes guides vont arriver à trouver des activités, des solutions pour éviter de fréquenter la montagne dans les périodes un peu rouges, dans les périodes où il y a des risques importants. Donc je suis très optimiste. En parlant de risques, la mort et la montagne, on en parle ou... Oui, on en parle bien évidemment. On ne fait pas que en parler, on a parlé de plein d'autres choses. Oui, mais... oui, on y pense, on la vit. Surtout que vous avez 2 fils qui traînent vraiment bien leur savate en montagne. Il y en a un qui est guide, l'autre qui suit le chemin, là. Oui, tout à fait. Alors comment ça se passe, ça, quand on est papa aussi de guide? Ça, c'est... Enfant de guide, c'est quelque chose. Et père de guide. Père de guide, c'est quoi? Père de guide, c'est beaucoup de présence au téléphone. Ça, c'est une caractéristique. C'est-à-dire que quand je sais qu'ils sont en montagne, je reste avec mon téléphone vraiment sur moi, et dès que je vois leur nom, je décroche. Ça fait un peu femme de guide, ça, excusez-moi. Hein. Non, peut-être, mais en fait, ils m'appellent souvent pour me demander des conseils, des problèmes d'itinéraire, des problèmes de choix. Ceci étant, je leur fais totalement confiance. Ma philosophie, ça a été de dire, voilà, j'ai des enfants qui vivent dans la vallée de Chamonix, je ne peux pas leur interdire d'aller en montagne. J'en ai pas l'autorité, puis j'en ai pas l'envie non plus. Donc, depuis tout petit, je les ai emmenés avec moi. J'ai essayé de les sensibiliser, les former le mieux possible. Et puis maintenant, je leur fais confiance et je me dis, il faut qu'ils assument leurs responsabilités. Voilà. Donc, je suis assez serein. Je vous dis pas que les nuits où j'ai pas de nouvelles, je dors d'un sommeil de plomb. Parce qu'il y a quand même encore des endroits où le téléphone il passe pas. Oui, il passe pas, ou plus de batterie, ou ils n'ont pas le temps de m'appeler. Enfin voilà. Mais voilà, je vis relativement bien. Je crois que vivre sans passion, c'est abominable. Et là, j'ai su leur amener une passion
Bon, voilà, elle est pas la plus sûre, elle est risquée, mais je l'assume. Mais elle est entière aussi. Elle est entière. J'aimerais juste vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous direz aux femmes et aux hommes qui veulent devenir guides? Est-ce qu'il y a un petit conseil? Parce que c'est facile à Cham, parce que les gens se connaissent et c'est facile d'aborder des guides, mais des gens qui vivent plus loin. Donc pour les gens qui voudraient devenir guide, guide. Femmes et hommes qui voudraient devenir guide. C'est pas très compliqué. Chacun a ses motivations. Hein. Ouais. Je pense qu'il y en a une essentielle, c'est aimer les autres. C'est-à-dire qu'il faut aimer les gens, aimer leur faire partager des choses, aimer leur faire vivre des choses sensationnelles et être à l'écoute de ces gens. Eh bien, je vous remercie et on écoute ça.